Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute notre réunion de ce jour. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'auditionner 3 des 6 membres français du groupe de travail franco-allemand sur la réforme des institutions, qui a aussi été appelé le groupe des 12. Vous avez été mandaté, chargé par les gouvernements français et allemands de penser la réforme des institutions européennes. Et pour en débattre aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir, mesdames. Je vais vous présenter brièvement pour mes collègues. Pervenche Berès, qui est à ma droite. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Jaurès et vous avez été députée européenne entre 1994 et 2019. Christine Verger, vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Et Gaël Marty, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lyon 3. Cette audition se déroule dans un contexte particulier. D'abord, vous avez présenté vos conclusions il y a très peu de temps. Donc je ne dirais pas qu'on en a la primeur, mais en tout cas, c'est peut-être une des premières fois que vous pouvez les présenter publiquement, en tout cas devant des parlementaires. Je ne sais pas si ça a déjà été fait auparavant. Mais... Donc on est très heureux de pouvoir vous avoir aujourd'hui, dans un contexte aussi qui est celui que connaît notre Union, qui est une union marquée par les crises et des défis importants qui se sont accélérés ces 5-10 dernières années. Et puis le contexte d'une fin de législature européenne, qui est aussi toujours un moment propice pour penser notre union et son avenir. Et puis le contexte aussi de l'anniversaire ou des 6 ans du discours qu'avait prononcé le président de la République à la Sorbonne, son discours sur l'avenir de l'Union, où il avait proposé pistes de réforme pour une union plus unie, plus souveraine, plus démocratique, et qui était un catalogue d'une cinquantaine de propositions. Beaucoup ont été agréés, décidés, sont en train d'être mises en vigueur, mais on voit que les défis restent extrêmement importants. Et à la suite de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui avait aussi été proposée par le président de la République, à laquelle moi j'avais participé au titre de l'Assemblée nationale avec Constance Le Grip il y a là maintenant 2 ans, et dont les conclusions avaient été rendues à Strasbourg le 9 mai 2022, nous avions à l'époque formulé aussi toute une série de propositions avec les députés européens, les députés nationaux, les membres de la société civile, et le Parlement européen s'en est évidemment emparé, la Commission également, mais on voit bien qu'il faut maintenant franchir le pas en ce qui concerne notamment les réformes institutionnelles dont notre Union a besoin pour être capable d'affronter ce moment critique que je décrivais à l'instant, c'est-à-dire le retour de la guerre en Europe, la remise en cause de l'ordre international tel que nous le concevions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec de grands bouleversements et au fond des défis toujours plus importants pour notre Union, des complexités internes à l'Europe, où parfois certains États remettent en cause des principes qui nous apparaissaient comme fondamentaux. Je pense à l'état de droit, et c'est un des éléments importants de votre travail, et puis des élargissements éventuels à venir qui se justifient par le contexte géopolitique que nous vivons. Je pense évidemment à la guerre en Ukraine, à la Moldavie, mais aussi aux Balkans occidentaux, où l'on voit très bien des puissances extra-européennes, je pense à la Chine, je pense à la Russie, ou parfois même à la Turquie, qui jouent dans notre arrière-cour et qui parfois déstabilisent des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont des États européens et qui ont vocation à devenir membres de l'Union. Et si nous voulons réussir ces élargissements, nous savons que notre Europe n'est pas encore prête à cela, et qu'il y a donc des évolutions nécessaires d'un point de vue politique et institutionnel. Et c'est cela que vous présentez dans votre travail avec vos collègues français et allemands. Et cette audition va nous permettre de débattre de ces propositions. Et si je devais résumer le contenu de votre travail, très riche et très stimulant, je dois le dire, je me suis penché dessus en détail avant de venir, je dirais qu'il tourne autour de 3 problématiques que vous allez évidemment nous présenter. Les moyens de mieux faire respecter l'état de droit, la réforme des institutions dans la perspective d'un nouvel élargissement et du renforcement de la démocratie, et une nouvelle approche du processus d'adhésion. Voilà les pistes, en tout cas les orientations principales de votre travail. Et votre travail est tout entier tendu, m'a-t-il semblé, vers la définition de solutions qui rendent possible un élargissement de l'Union à l'échéance 2030, tout en préservant l'efficacité de fonctionnement de l'Union et en créant les conditions d'une plus grande transparence démocratique. Et pour avancer dans cette voie, une des options que vous suggérez est un recours plus intensif à la différenciation dans l'organisation interne
de l'Union. Vous plaidez également pour une révision ambitieuse des traités. Et de ce point de vue, certaines des recommandations que vous faites sont d'une grande originalité et appellent de votre part, je crois, aujourd'hui quelques explications pour bien en comprendre la portée. Je pense par exemple à l'instauration d'un filet de sécurité de la souveraineté sur le modèle de l'abstention constructive. Je pense aussi à l'idée que vous avancez de conclure, avant tout nouvel élargissement, un traité cadre sur l'élargissement et la réforme prévoyant les changements nécessaires au bon fonctionnement de l'Union. Donc voilà quelques-unes des pistes de réflexion intéressantes et novatrices qui méritent, je crois, de plus larges explications ici devant cette commission. Il y a évidemment beaucoup d'autres questions, mais je suis sûr que les collègues ici présents en auront beaucoup, donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vous cède tout de suite la parole, mesdames, en commençant par vous, Christine Berger, si ça vous va, pour environ 5 minutes. D'accord, parfait. Et puis après... Et il faut appuyer sur le bouton qui se trouve juste là, en bas, sous le micro. Ici, pardon. Et ça démarre. Bonjour et merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous et à toutes d'avoir accepté de nous auditionner. Nous avons en effet travaillé depuis le début de l'année en toute indépendance, je le rappelle. Il a été parfois dit dans certains articles de presse que nous défendions des positions françaises ou allemandes ou franco-allemandes. Ce n'est pas le cas. Nous avons travaillé vraiment en toute indépendance par rapport au gouvernement concerné. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, notre travail a reposé sur 3 piliers. Et l'un des piliers, et ça faisait partie de notre mandat, c'est la question de l'état de droit sur laquelle je vais m'exprimer pendant quelques minutes avant mes collègues. Alors, la question de l'état de droit et de son respect faisait donc partie de notre mandat. Nous avons choisi d'y consacrer un chapitre entier, le premier de notre rapport, même si c'est une question qui court tout au long du rapport. Pour nous, l'état de droit, ça n'est pas seulement un des éléments des valeurs qui fondent l'Union européenne, c'est un principe non négociable pour le fonctionnement de l'Union, mentionné, comme vous le savez tous, dans l'article 2 du traité. Et nous estimons que c'est donc une précondition pour rejoindre l'Union européenne. Un pays qui ne respecterait pas l'état de droit ne pourrait bénéficier ni du marché intérieur, ni des fonds européens. Cependant, comme vous le savez aussi, le respect de l'état de droit et les conséquences que cela entraîne ne font pas l'objet d'un accord dans tous les États membres. Et les instruments dont nous disposons actuellement n'ont pas empêché certains de ces États membres de ne pas respecter l'état de droit. Le fameux article 7 a été rédigé à une époque où on ne pensait pas nécessairement qu'on aurait à l'utiliser. En tout cas, il n'est pas adapté à la problématique actuelle, de même d'ailleurs que les rapports, même s'ils sont utiles, que la Commission publie sur les différents pays annuellement. J'ajoute que les conditions requises des pays candidats ne peuvent effectivement être imposées aux États membres une fois qu'ils ont rejoint l'Union. C'est ce qu'on appelle le fameux dilemme de Copenhague. Ce qui a eu un certain impact, c'est le mécanisme de conditionnalité budgétaire qui a été, comme vous le savez aussi, adopté dans un règlement communautaire en 2022. De même d'ailleurs, on peut y revenir si vous le souhaitez, à un certain nombre d'arrêts de la Cour de justice qui ont notamment entraîné des pénalités financières. Sur cette base, nous faisons des recommandations à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la conditionnalité budgétaire. Le deuxième niveau, c'est celui de l'article 7 du traité. Le niveau de la conditionnalité budgétaire. Le champ de ce mécanisme, qui a été donc adopté assez récemment et qui a été conçu comme un mécanisme de protection du budget, il est limité par la nécessité de prouver aujourd'hui un lien entre la violation de l'état de droit et le budget de l'Union européenne. Et à ce titre, vous savez que des sommes assez importantes, qui se chiffrent en milliards d'euros, n'ont pas été versées au titre des fonds de cohésion et du Next Generation EU à des pays comme la Hongrie. Donc il est en place et il est appliqué. Ce que nous proposons, c'est d'étendre ce mécanisme et d'en faire un instrument de sanction des violations de l'état de droit de façon générale. Cela nécessiterait un changement de base juridique, soit via l'article 352 du traité, mais ça implique l'unanimité, soit, et j'y reviendrai après, par une modification de l'article 7.
Et si cela s'avérait trop difficile, car dans notre rapport, nous envisageons aussi toute une série d'options dans tous les domaines, nous proposons d'étendre le champ de la conditionnalité budgétaire à d'autres comportements susceptibles de nuire à une bonne gestion financière du budget européen. Ça pourrait par exemple concerner le blanchiment d'argent. Et ça n'impliquerait pas de modifier le traité, mais simplement de modifier la législation existante adoptée en 2022. Et même le mécanisme existant pourrait être utilisé de façon plus efficace. Il y a eu d'ailleurs des propositions intéressantes de ce point de vue-là qui ont été faites au Parlement européen. La Commission pourrait par exemple s'assurer que les fonds européens atteignent bien les bénéficiaires finaux et devrait donc pouvoir récupérer des sommes qui n'auraient pas été versées aux bénéficiaires finaux de manière à reprogrammer les sommes en question. Et nous proposons également que le mécanisme de conditionnalité qui a été appliqué au fonds de relance Next Generation EU soit appliqué à tous les fonds européens. Deuxièmement, le deuxième niveau de recommandation concerne l'article 7 du traité. Mais ça, c'est dans l'hypothèse, évidemment, où il y aurait changement de traité et discussion sur les changements de traité. Celui-ci, comme vous le savez, l'article 7, il ne peut être actionné aujourd'hui que par une décision à l'unanimité -1, et le Conseil n'a aucune obligation d'agir. C'est pourquoi on est coincé, si je puis dire, aujourd'hui. Nous proposons donc, s'il y a changement de traité, de remplacer l'unanimité -1 par une majorité des 4/5. Deuxièmement, le principe d'une réponse automatique pourrait être renforcé avec une limite de 6 mois pour forcer le Conseil à agir. Des sanctions automatiques pourraient également intervenir 5 ans après une proposition de déclenchement de la procédure. Et de façon ultime, nous considérons qu'à un certain niveau de persistance et de gravité des violations, l'État concerné ne pourrait pas rester membre de l'Union européenne, mais rejoindre un autre cadre de coopération sur lequel mes collègues vont maintenant s'exprimer. Merci beaucoup. Pervenche Berès, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ça n'est pas sans une certaine émotion que je m'exprime devant vous, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle sous les ordres des prédécesseurs de Christophe Lescaut, ce qui était à l'époque la délégation pour les communautés européennes. Vous avez la primeur des auditions parlementaires, mais vous allez très vite être suivi par le Bundestag qui organise à 16h une audition avec nos homologues allemands. Alors, l'objectif de ce rapport se définit évidemment par rapport à notre mandat. Et notre mandat, c'est celui du Conseil Affaires Générales. Ce qui signifie que toute la question de quelles sont les politiques et comment les politiques doivent être changées dans une perspective éventuelle de l'élargissement, ne faisait pas partie de notre mandat. Et donc la question institutionnelle était évidemment au cœur des préoccupations, avec une interrogation qui s'est manifestée dès le début de nos travaux, c'est, et ceux qui connaissent mon parcours ne seront pas étonnés de ce que je vais dire, est-ce que c'est la question institutionnelle qui compte ou les questions des politiques que l'on mène ? Et même avec mon parcours, j'ai été obligée de reconnaître que eh bien peut-être qu'il fallait que certains acceptent de se saisir aussi de la question institutionnelle et qu'il n'y avait pas de chantier qu'on pouvait laisser non ouvert compte tenu de la gravité ou de la densité ou du moment critique que vit l'Union européenne autour de ce triptyque que nous avons identifié comme étant le triangle dans lequel nous devions intervenir, à la fois augmenter la capacité d'agir, permettre à l'État de droit de fonctionner et préparer nos institutions pour l'élargissement. Étant entendu, et vous l'avez déjà rappelé, Monsieur le Président, que la question de l'amélioration du mode de fonctionnement des institutions est en réalité une question qui se pose avec ou sans élargissement, mais en même temps, c'est une dynamique ou une dialectique qu'il faut mener à bien. Parce qu'il y a une tension, un risque que certains ne veuillent que la réforme institutionnelle et que d'autres ne veuillent que ce qu'on pourrait appeler une fuite en avant de l'élargissement. Or, le groupe des 12, là-dessus, vous pourrez l'appeler très conservateur, mais notre ligne de conduite, c'est la méthode communautaire a des vertus que je vais essayer de démontrer
à travers le fonctionnement de ces institutions, et c'est ça qui tient le tout ensemble, et personne n'a intérêt à s'en échapper, ni les grands, ni les petits, ni les moyens, ni ceux à l'est, ni au nord, ni au sud, ni à l'ouest. Sur cette base, nous avons identifié 5 chantiers. Alors, je vais être évidemment totalement elliptique et à votre disposition pour répondre dans le détail le plus technique possible et le plus précis possible à travers vos questions. Alors, d'abord, préparer les institutions à l'élargissement. Ça, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, quand les journaux font toujours les mêmes articles l'été, le marronnier de la réforme institutionnelle. Qu'est-ce qu'on fait avec le Parlement? Qu'est-ce qu'on fait avec le Conseil? Qu'est-ce qu'on fait avec la Commission? Alors, pour le Parlement européen, on va tout à fait à rebours de ce qui est en train d'être voté, puisque nous disons il faut rester à 751 députés ou moins, parce qu'une assemblée, je ne ferai pas de comparaison internationale, qui serait mal vue dans le contexte historique où nous sommes, mais ça n'est pas raisonnable. Pour ça, nous demandons que pour 2029, cette réforme intervienne avec l'utilisation de formules mathématiques qui sont sur la table, y compris dans les travaux du Parlement européen, par exemple la fameuse formule de Cambridge. Pour le Conseil, le Conseil est libre et autonome dans l'organisation de ses travaux, mais tout de même, nous nous sommes permis de faire une proposition qui, je pense, mérite. Vous avez parlé de nos propositions originales, et celle-ci, je pense, est une proposition tout à fait originale, qui est de passer du trio au quintet. Pourquoi? Parce que le trio, en réalité, c'est celui qui est en majeur, en chef, qui prend le dessus sur les autres. Les 2 autres sont là un petit peu en accompagnement, en attente. Et l'agenda se définit totalement autour des questions de politique nationale de celui qui a la présidence. Dans un quintet, en fait, vous recréez une dynamique de collège qui permet un meilleur travail collectif et une meilleure appropriation d'un chantier large, et ce qui permet aussi de mieux amortir une période où, par exemple, vous auriez un État membre qui serait en campagne électorale, par exemple, et vous assurez aussi que dans le groupe des 5, il y aura forcément des petits, des grands et des moyens. Et ça, c'est l'organisation du Conseil, pas besoin de réforme du traité. 3e élément, évidemment, c'est la question de la Commission. Plus vous élargissez la Commission, moins vous êtes sur un modèle de collège, et plus vous rentrez sur un modèle de présidentialisation. Et là, nous faisons 2 remarques. La première, c'est que l'idéal, évidemment, ça serait la mise en œuvre d'un article qui est dans le traité, dont on était très fiers, dans le traité de Lisbonne, même pour ceux qui ont voté contre la Constitution, l'article 17.5, qui permet de réduire la taille de la Commission, mais qui a été tué par les Irlandais et par les Français. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour ne pas l'utiliser, il est dans les traités, donc pourquoi ne pas s'en servir? Et puis la deuxième proposition que nous faisons, à défaut, notre option préférée, c'est celle-là, c'est la réduction du nombre de commissaires et l'utilisation de l'article 17.5, qui n'a pas besoin de réforme de traité pour le mettre en œuvre. Et la deuxième option, c'est une hiérarchie de la commission, étant entendu qu'on peut l'organiser sans réforme du traité dès lors que tous les commissaires ont un droit de vote. Je ne vais pas assez vite compte tenu de tout ce que j'ai à dire, donc je passe immédiatement aux 2 en style totalement télégraphique, mais encore une fois, la matière est dense. Le mode de décision au Conseil, nous proposons de généraliser le vote à la majorité qualifiée, sachant que si ce n'est pas possible, il faut au moins identifier 3 paquets qui devraient pouvoir bouger en parallèle, parce que je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette. Les élargissements qui incluent l'état de droit, la politique étrangère et de défense, parce qu'on a un problème d'articulation entre les deux, et le budget et la fiscalité, en utilisant si possible la clause passerelle, à défaut la réforme du traité. Pour que ce soit acceptable, nous faisons 3 propositions, dont vous avez mentionné une qui est très utile et je pense très originale et qui mérite qu'on réfléchisse. Vous pourriez même peut-être faire un rapport d'initiative là-dessus, qui est l'extension de l'utilisation de l'article 31.2. L'article 31.2 est un article qui permet à un État membre qui ne veut pas d'une position lors de la définition de la stratégie de politique étrangère de l'Union européenne, d'arrêter le processus de vote, de décision, d'essayer de trouver un accord avec le haut représentant et à défaut d'aller au Conseil européen. La décision d'aller au Conseil européen se faisant sur la base d'un vote à la majorité. Ce qui permet
d'éviter qu'on fasse des prises d'otages, c'est-à-dire d'utiliser un droit de veto, d'une certaine manière, sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, ce qui permet d'identifier le problème, d'engager un débat et d'essayer au plus haut niveau d'identifier la réalité de ce problème. Deuxième proposition, nous proposons... Il y a un grand débat sur le passage du vote à la majorité qualifiée, y compris dans ce pays. Mais les grands, entre guillemets, pays ont intérêt à ce passage parce que sinon les petits ne vont jamais accepter qu'on bouge sur la majorité qualifiée. Or, on voit qu'il y a beaucoup de domaines où des propositions que nous voudrions porter sont bloquées parce que nous sommes à l'unanimité. Or, la vertu du vote à la majorité qualifiée, c'est pas qu'on s'en sert tous les jours, c'est que c'est un vecteur dans la négociation elle-même au Conseil, dès lors que c'est une arme nucléaire, dès lors qu'on sait qu'il peut y avoir le vote à la majorité qualifiée. Et pour que ce soit acceptable par des petits ou moyens États, il faut changer la bascule. Et donc nous proposons de passer de 55-65 à 60-60, ce qui veut dire qu'en clair, la France, l'Allemagne et un petit pays n'ont pas automatiquement une minorité de blocage au Conseil. Mais ce qui rend le changement de base juridique du vote plus acceptable pour tous les autres. Troisième amélioration, c'est l'utilisation des opt-out. Alors, pas sur le droit existant, mais à l'occasion des changements de base juridique et du passage d'un domaine au vote à la majorité qualifiée, exactement comme les Britanniques l'ont fait sur le pilier 3 du traité sur l'Union européenne. Je vais citer les 3 derniers chantiers, parce que sinon je vais être trop longue. Le troisième chantier, c'est celui de la démocratie participative. C'est pas un mot à la mode. C'est un gage du fonctionnement de la démocratie. Et pour ça, je nous invite, et je pense que l'Assemblée nationale et cette commission ont un rôle tout à fait particulier à jouer, pour tracer des ponts avec les populations, les sociétés civiles, les syndicats, les universitaires, les étudiants des pays candidats. Parce que si vous laissez uniquement les gouvernements le faire, ils le feront sur une base qui est celle de leur propre stratégie et qui n'est pas celle qui permet vraiment une appropriation par une population de ce qu'est le processus d'adhésion. Sur les pouvoirs et compétences, nous pensons que ça ne nécessite pas en tant que tel un changement de traité, mais c'est la question de la rapatriation des compétences. Nous disons que le seul exercice grandeur nature qu'on a tenté, c'est celui du Brexit. Et le traité s'est prouvé, a fait la démonstration qu'il était rapatriation proof, enfin qu'il a passé l'épreuve du feu, d'une certaine manière. Cela dit, il doit y avoir une ouverture du traité, nous proposons des améliorations, par exemple sur le fonctionnement de l'article 122, qui, au nom de l'urgence, laisse de côté le Parlement européen, ce qui ne nous semble pas raisonnable. Et nous proposons de mettre en place une chambre des cours et des tribunaux pour une appropriation de ce qu'est une jurisprudence européenne. Au titre de la démocratie, j'ai oublié un point très important dans le contexte où nous sommes, préélectoral y compris, qui est la création d'un office de la transparence et de la probité. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que chacun a sa petite boutique, mais que la réalité d'un organe autonome, un peu sur le modèle, et c'est vrai que ça a beaucoup servi de base arrière de notre discussion, même si ce n'est pas formellement écrit dans notre rapport, sur l'exemple de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui reste un modèle dans ce type d'organe. Dernier point sur les ressources propres. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que si on veut amortir le choc de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, je commence par la fin, mais il va falloir revoir toutes les politiques. Il va falloir, et on a un accord franco-allemand explicite dans le rapport, donner à l'Union européenne la capacité de tirer les leçons de Next Generation EU et donc d'avoir une capacité d'emprunt. Il faut que la décision sur les dépenses puisse passer au vote à la majorité qualifiée et évidemment il faut une croissance globale du budget. J'ai conscience d'avoir été très longue ou trop longue. Je voudrais juste dire 2 mots en conclusion. Le fil conducteur de notre réflexion, et je crois que ça transparaît à la lecture du rapport, c'est que dans une Europe à 37, on ne peut pas fonctionner comme dans une Europe à 27, j'enfonce une porte ouverte, mais les 2 piliers ou les 2 mamelles, aurait dit un de nos ancêtres, c'est que nous devons accepter qu'il y ait plus de flexibilité, mais cette flexibilité ne peut exister non pas dans une Europe à la carte, mais dans une Europe dont on définit totalement le cadre. Et la clé de voûte de ce cadre, c'est l'état de droit dont ma collègue Christine Verger a parlé. Et tout ceci est le prix de... Et toute cette flexibilité
doit se faire dans le cadre communautaire. Parce que c'est le prix de l'acceptabilité des avancées. Et c'est pour ça que nous plaidons, y compris dans ce cadre communautaire, pour l'existence de coalitions des volontaires qui permettent à certains d'avancer, mais encore une fois, dans le cadre communautaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je passe tout de suite la parole à Gaëlle Marty. Merci Monsieur le Président, merci à toutes les deux, chers collègues, d'avoir exposé les grandes lignes du contenu du rapport. Moi, je vais intervenir sur les aspects finaux du rapport, c'est-à-dire à la fois la révision des traités, comment on fait concrètement pour mettre ça en place, sur la différenciation, comme l'a dit Pervenche. On s'est rendu compte au fur et à mesure de nos discussions au sein de ce groupe qu'il n'était certainement pas possible de concevoir tout ça dans le cadre d'une application uniforme des traités. Donc on a été amené à consacrer une partie à la flexibilité, à la différenciation. Et puis enfin, on a essayé aussi bien sûr de réfléchir, puisque c'était le cadre de notre mandat, à la mise en œuvre de l'élargissement. Alors s'agissant de la révision des traités, on est parti du constat que le traité de Lisbonne autorise des moyens d'avancer, coopération renforcée, les clauses passerelles, etc. Mais que si on veut prendre la mesure de l'ambition et du moment critique que Pervenche a rappelé tout à l'heure, il fallait certainement réviser les traités pour des questions de transparence et de cohérence aussi. C'est beaucoup plus facile de réviser dans un mouvement d'ensemble plutôt que de faire des modifications ponctuelles en utilisant les clauses passerelles ou les coopérations renforcées. Alors nous, on a essayé d'offrir un panorama des solutions existantes avec des options. La première, c'est bien entendu la révision classique, réunion d'une convention où on se dispense de la réunion d'une convention puisque c'est possible aussi. Ça, c'est l'option 1 puisque c'est l'option par défaut qui est posée par les traités. Bien entendu, on sait bien que la révision n'est pas du tout, et c'est plutôt un euphémisme de le dire, que ce n'est pas partagé par la majorité des États membres, donc on a essayé de trouver des options alternatives. Une autre serait de lier la révision des traités avec l'adhésion. On se rend compte que si les questions se posent en même temps, ça permet en tout cas des concessions mutuelles, des package deals, et donc également ça permettrait d'éviter des blocages lors des ratifications, puisqu'on ratifierait qu'une seule fois la révision et les adhésions. Là aussi, il y a des limites d'ordre juridique qui sont exposées dans le rapport sur lesquelles je pourrais revenir éventuellement, ce qui nous a conduit à proposer une autre alternative qui est le traité cadre, c'est-à-dire un traité qui permettrait d'envisager toutes les révisions qui sont nécessitées par l'adhésion. Donc on réfléchit bien lors de la négociation de ce traité cadre à la jonction entre élargir et modifier le cadre institutionnel pour pouvoir permettre ça. Et donc ça se fait en parallèle des adhésions qui continueraient à faire l'objet de traités ponctuels, ce qui permet aussi de ne pas forcément être dépendant du rythme des adhésions, même si ces deux, le traité cadre et les traités d'adhésion, seraient conclus en parallèle. Ce traité cadre pourrait tout à fait être négocié par une convention. Ce n'est pas prévu forcément dans le traité, mais ce n'est pas exclu non plus. Et donc ça permettrait d'associer les États candidats éventuellement à cette réflexion. Enfin, bien sûr, le risque est grand que tous les États ne souhaitent pas ou ne puissent pas avancer dans la voie de la réforme des traités. Et donc, ça nous a conduit à proposer une sorte d'option de repli, c'est-à-dire un traité supplémentaire qui permettrait à un petit nombre d'États d'avancer plus en avant dans l'intégration, la coalition des volontaires, comme l'a rappelé Pervenche tout à l'heure, l'essentiel étant que le cadre existant soit respecté. Le cadre institutionnel notamment, l'acquis communautaire, et puis les valeurs et l'état de droit. Et donc, c'est en partie ces réflexions qui nous ont conduits à imaginer un système de différenciation à l'intérieur de l'Union, comme je viens de le dire, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ce rapport, en tout cas, vous avez eu le temps de le feuilleter, mais on a fait même un petit schéma, une Europe des cercles. On a 4 cercles qui correspondent donc à la proposition qu'on fait. Vous avez le cercle de l'Union européenne. À l'intérieur de celui-ci, il y a ces coopérations ou ces intégrations renforcées. C'est déjà le cadre existant, puisqu'il y a déjà l'eurozone, par exemple, mais on pourrait aller plus loin avec cette coalition des États volontaires. À l'extérieur de l'Union européenne, on propose un nouveau statut de membre associé
qui permettrait de rationaliser un peu les traités que nous avons avec d'autres États tiers et puis de proposer un véritable statut qui garantit l'adhésion au marché intérieur et puis l'association à certaines institutions en contrepartie du respect des valeurs. Il n'est pas question, Pervenche l'a répété et Christine aussi, d'autoriser l'accès au marché intérieur sans exiger le respect de nos valeurs et de l'état de droit. C'est pour ça que nous avons matérialisé ce qu'on a appelé la frontière de l'état de droit d'un cercle rouge qui inclut ses membres associés. C'est bien cette contrepartie-là. Ce statut de membre associé, c'est pas du tout conçu comme une salle d'attente de l'adhésion, ni même comme un passage obligé de l'adhésion. C'est quelque chose qui peut être offert à certains États qui ne souhaitent pas aller plus avant dans des politiques très intégrées comme l'espace de liberté, de sécurité et justice, mais qui souhaitent avoir accès au marché intérieur. Je pourrais développer aussi. Et puis, le cercle dernier, c'est la communauté politique européenne, en tout cas remodifiée, repensée, basée vraiment sur des considérations stratégiques de coopération politique dans des domaines clés, la sécurité, l'énergie, l'environnement, par exemple. Et donc, pour que cette différenciation soit conçue, en tout cas de manière systématique, on a essayé de mettre en lumière les grands principes qui doivent guider toute différenciation. Donc, on a certains principes qui sont listés. Et bien entendu, parmi ces principes, le respect de l'acquis communautaire, le respect de l'état de droit et des valeurs de l'Union, et puis le respect du cadre institutionnel nous paraissent particulièrement importants à souligner. Et puis, la dernière partie du rapport traite de la question de l'élargissement. Alors là, je vais essayer d'être rapide également parce que je vois que le temps presse. En quelques mots, on fixe une date, 2030, qui est une date cible, à la fois pour les pays candidats. Ils doivent se préparer au mieux à faire en sorte que à cette date-là, tout soit prêt, en contrepartie d'une assistance technique, administrative, financière de la part de l'Union européenne. Mais c'est aussi une date d'engagement pour l'Union européenne, de mener les réformes qui permettent d'envisager cet élargissement et de le rendre possible. Sur le fond, nous pensons que l'élargissement doit rester basé sur les mérites, un processus qui avance graduellement avec l'approfondissement par les États candidats des réformes jugées nécessaires. Bien entendu, les conditions d'adhésion et le respect des valeurs et de l'état de droit restent la condition numéro 1 pour adhérer. Et il nous semble que l'adhésion en bloc n'est pas forcément une idée qui va pouvoir être menée, en tout cas rendue possible, du fait de ce processus basé sur les mérites. Il n'est pas question qu'on fasse attendre tout le monde s'il y a un État qui ne peut pas réaliser les réformes nécessaires. Donc plutôt le modèle de la régate qui nous permet d'envisager des petits groupes d'États qui adhèrent ensemble. Sur la forme, le rapport met l'accent sur les principes, la gradualité de l'intégration, je ne vais pas détailler, mais en contrepartie de la réversibilité aussi de ce processus. On peut aller en contrepartie de chaque avancée, on autorise l'accès à certaines politiques, en contrepartie, on revient si jamais les conditions ne sont plus remplies. Et puis, sur la procédure, passage à la majorité qualifiée, non pas bien sûr pour la décision finale de l'adhésion, qui reste une décision unanimitaire de la part de chaque État. Chaque État a droit de s'y opposer, mais pour chaque étape, ce qui permettrait d'accélérer le processus. Voilà, j'en ai terminé, et puis merci de votre attention. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez reçu, mes chers collègues, pendant cette présentation, le lien vers le rapport, si vous voulez en français, si vous voulez le consulter. J'en viens maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Constance Le Grip, pour 3 minutes. 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, mesdames, pour la présentation très détaillée du fruit de votre travail et des grandes préconisations de ce rapport. Je crois vraiment qu'à l'approche des élections européennes du 9 juin prochain, qui, nous l'espérons, engendrera un grand débat politique dans tous nos États membres, un débat politique que nous souhaitons être véritablement centré sur les enjeux européens, sur ce que nous voulons faire ensemble en Européens, sur les propositions européennes que portera chaque famille politique européenne briguant les suffrages de nos concitoyens. Un débat européen qu'encore une fois, nous souhaitons ne pas voir être escamoté par d'autres considérations nationales ou politiciennes. Votre rapport est le bienvenu. Et le bienvenu parce qu'il est effectivement riche de propositions précises, stimulantes pour la réflexion. Bienvenu aussi parce qu'il porte une vision. Alors, on la partage ou on ne la partage pas, mais il a le mérite de porter une vision
celle de permettre à notre Union européenne de naviguer en haute mer, comme vous l'avez écrit, à l'heure où les bouleversements géopolitiques à l'œuvre nous imposent une réponse à la hauteur de l'intensité de toutes ces mutations et ces bouleversements, mais aussi à la hauteur des opportunités qui sont ainsi créées. Bienvenue aussi parce qu'il porte un constat clair et lucide sur la capacité de l'Union européenne à faire face à de futurs élargissements, à faire face aux défis de l'amélioration de son efficacité décisionnelle et faire face aussi aux défis de la préservation de l'état de droit. Et vous avez eu raison d'insister sur l'état de droit, c'est le cœur, c'est le trésor. Bienvenue aussi parce que c'est le fruit d'un travail franco-allemand, et ça, nous ne pouvons pas ne pas le regarder avec cet intérêt-là aussi. Plusieurs d'entre nous sont membres de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et nous ne manquerons pas, au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, de nous alimenter de votre rapport et d'en discuter. Et cela alimentera nos réflexions sur l'avenir de l'Europe, j'en suis sûre. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de chacune de vos propositions. Nous partageons bien sûr le constat que l'Union européenne, en l'état, n'est pas en capacité, ni sur le plan institutionnel, ni sur le plan politique, de faire face aux élargissements et qu'il nous faut, dans l'idéal, réformer nos institutions avant que de procéder à l'élargissement. C'est un dilemme assez ancien, le dilemme entre approfondissement et élargissement. En même temps, nous voyons bien et vous faites à cet égard des propositions très intéressantes, qu'il nous faut trouver à lier les deux mouvements. Si nous voulons continuer à être dans le projet, donc dans le progrès, il nous faut trouver à lier les deux mouvements. Vos propositions en matière de différenciation, j'en termine, Monsieur le Président, et d'élargissement graduel, la méthode de Regat me semble tout à fait intéressante. Vous avez répondu à la question que je voulais poser sur le filet de souveraineté, le filet de sécurité de souveraineté, et donc tout cela est vraiment de nature à alimenter nos réflexions de façon très stimulante. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement National pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, merci infiniment pour vos présentations qui ont le mérite de la clarté. Celle d'exposer aux citoyens français et européens l'agenda que tous les fédéralistes souhaitent imposer à l'Europe. Cela apparaît clairement. Vous le dites en plus de manière franche et directe. En effet, confrontés à la paralysie politique et institutionnelle de l'Union européenne, qui, il faut bien le dire, croule sous le poids de ses contradictions et des intérêts nécessairement divergents des États membres, les gouvernements français et allemands espèrent se relancer à travers vous et ce rapport des 12. Aussi, que contient réellement ce rapport, si l'on sait lire entre les lignes ? D'abord, l'objectif affiché est, je cite, « de formuler des propositions afin d'améliorer la capacité d'action, préparer l'élargissement et renforcer l'état de droit, la légitimité démocratique de l'Union européenne ». Le paradoxe réside dans le fait que de tels objectifs n'ont jamais été opposés aux recommandations produites par votre groupe de travail. Celui-ci propose pêle-mêle de contraindre un peu plus encore les États membres qui défendent leur souveraineté en imposant le principe des ressources propres qui rendent les États membres dépendants de la Commission. Et pire encore, en supprimant le socle de légitimité démocratique que représente le vote à l'unanimité pour le remplacer par un vote à majorité qualifiée qui s'appliquerait au budget, aux questions de défense européenne et à la politique fiscale. Sentant bien que la marche peut paraître trop haute pour certains États membres qui tiennent à leur liberté, le rapport propose un filet de sécurité et de souveraineté qui, dans la réalité, aboutira plutôt à un contournement de la règle du veto. Rappelant l'opération de 2005 où les fédéralistes ont été durement battus par les peuples européens qui avaient alors rejeté le principe d'une constitution européenne, donc le principe d'un abandon des fondements de l'Union, à savoir la coopération, vous semblez prolonger ici l'œuvre du contournement mais démocratique entrepris par l'intermédiaire du traité de Lisbonne. En conséquence, sachez que notre groupe, le Rassemblement national, s'opposera, comme ça a toujours été le cas, à toute réforme accordant plus de pouvoir et de compétences à l'Union. Nous refusons catégoriquement les ressources propres et les sanctions envers les États membres. Et nous réaffirmons bien évidemment la supériorité du peuple sur vos tentatives technocratiques, cela va sans dire. Un référendum est une obligation morale pour toute modification des traités. Et surtout, si vous-même voulez réellement relancer la légitimité démocratique. Alors ma question, nous voulons, nous, ces référendums. Ma question, quand et comment utiliserez-vous le référendum ?
seule expression populaire. Je vous remercie, mesdames. Merci. La parole est à Daniel Obono pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup aux rapportrices pour d'abord leur travail, qui est une source de réflexion extrêmement utile et je pense qu'il va alimenter beaucoup des travaux alors que nous commençons cette nouvelle session parlementaire. Je souhaitais vous interpeller sur deux aspects. Enfin, un aspect en fait en particulier sur 2 points par rapport aux travaux que vous avez effectués et donc notamment l'accent que vous mettez sur la nécessité d'accroître la légitimité démocratique des décisions européennes. C'est effectivement un enjeu d'autant plus important que, on va dire, l'expérience à la fois des débats en France et au niveau européen ces derniers mois et ces dernières années n'a pas permis en vérité de parvenir à consolider cette légitimité démocratique. Je pense donc notamment aux suites du référendum en France de 2005 sur le traité constitutionnel, puisque vous évoquez y compris la question de la réforme des traités. Ça a été le cas en France, mais aussi aux Pays-Bas, et où les décisions et les choix des peuples sur ce point ont été remis en cause par la suite par l'adoption sous une autre forme de ce traité. Et je crois que ça marque et ça continue de marquer encore aujourd'hui le rapport démocratique des peuples européens, en tout cas en France. Je pense aux travaux récents là, des chercheurs KG Piketty qui montrent comment la question de 2005 et de cette rupture, d'une certaine manière, et démocratique, continue à imprégner un certain nombre de catégories de la population. Et donc, ma question plus générale sera comment dépasser, réparer en fait cette fracture démocratique pour envisager, y compris ces changements institutionnels que vous prônez, et je pense qu'ils sont nécessaires à plus d'un titre. Et le deuxième sous-partie de ma question portera y compris sur le rapport entre les institutions européennes et les institutions démocratiques nationales, et notamment le fait qu'il y a une forme de double souveraineté, enfin de souveraineté. Il y a la souveraineté nationale populaire et le déficit de souveraineté au niveau européen. Et il me semble que des décisions telles que celle qui a été prise concernant, par exemple, l'adoption des accords de libre-échange et qui a permis que le choix des États et des parlements nationaux soit remis en cause et ne puisse plus participer à la conclusion des accords, à l'approbation des accords de libre-échange, participe là aussi à créer une forme de fracture entre les parlements nationaux qui sont l'expression des souverainetés populaires nationales et des décisions comme des accords de libre-échange au niveau européen. Et je voulais vous interpeller pour terminer très rapidement sur la question de la transparence et de la question de la probité au niveau européen suite aux révélations du Qatar Gate. Les propositions faites actuellement ont notamment au niveau du projet d'institution autonome de transparence ont reçu beaucoup de critiques comme étant peu suffisantes. Je voudrais vous entendre un peu plus particulièrement sur cet aspect qui nous semble aussi important. Merci beaucoup, Madame Bono. La parole est à Frédéric Petit pour le groupe démocrate et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je remercie nos intervenantes. J'avais utilisé un jour le terme que la démocratie était aujourd'hui opposée à la blablacratie, et je crois que nous avons besoin d'experts, et que ces experts ne sont pas des autorités, mais sont des gens qui nous font réfléchir, et je suis ravi de cette opportunité. Vous le savez, je suis député d'une circonscription qui est extrêmement concernée par tout ça, puisque je suis le député des Français qui habitent en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans, que j'habite moi-même à Cracovie. Et donc j'ai l'Allemagne dans ma circonscription, j'ai les vagues successives de 2005, où j'étais sur place. Le 1er mai 2005, j'étais à Jelona Góra, et je m'en souviens encore. Et évidemment, j'ai les Balkans aujourd'hui que je sillonne au quotidien. Je voudrais revenir sur quelque chose, une petite remarque, une petite incise sur les précédents orateurs. Je refuse, moi, la narration qui fait du traité de Lisbonne une négation du référendum. D'abord, le référendum, ce n'était pas un référendum européen. Il y a des pays où ça n'est pas passé par le référendum. Nous n'étions pas obligés de passer par un référendum franco-français pour faire ça. Et le référendum a dit « nous ne voulons pas de constitution ». Donc, nous prenons les traités. Et nous avons continué avec les traités. Donc, il n'y a pas de négation.
Si le référendum avait été « voulez-vous qu'on sorte des traités ?», ce que les opposants se sont bien gardés de proposer, nous serions sortis des traités. Mais le référendum a dit « nous ne prenons pas de constitution, donc nous continuons avec les traités ». Donc il y a eu le traité de Lisbonne qui était tout à fait dans le cadre de ce qu'il faut dire. Et il y a des pays qui avaient adopté la constitution sans référendum. Troisièmement, je suis... Alors, deux satisfecit que je trouve dans vos rapports. D'abord, les propositions de démocratie participative et l'harmonisation des élections européennes. Je trouve ça très bien, pour deux raisons. D'abord, moi, je connais très bien la Pologne et la Hongrie. La Pologne et la Hongrie sont des pays extrêmement profondément européens, et qui ont des problèmes aujourd'hui avec un certain nombre de leurs dirigeants, qui ont des problèmes avec des émotions, etc., mais qui sont profondément européens dans leur société. Donc, nous manquons aujourd'hui d'un espace public européen. Et je crois que non seulement aller vers des démocraties participatives qui sont toujours difficiles à mettre en œuvre et qui prennent du temps, mais en plus d'avoir des élections qui fassent un coup de projecteur commune, je crois que ça y participera. Je suis par contre un peu surpris par le fait que sur l'état de droit, vos réponses ne soient que sanctions. Moi, je suis pour les sanctions, mais je trouve que l'état de droit, on devrait en parler. Je comprends les sanctions, il faut sanctionner, il y a des choses... Je trouve que la sanction par rapport au budget est importante. Mais je trouve que nous devrions parler de cette valeur fondamentale de l'état de droit en partant de la démocratie participative, en partant dans l'autre sens pour qu'il y ait adhésion. Voilà. Ma question, c'est sur 2030. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec une date, je l'ai souvent dit. Et je vous trouve un peu frileuse sur l'adhésion bloquée. Mon intuition est qu'une adhésion bloquée dans les Balkans ferait que les 6 pays qui n'y sont pas encore, parleraient plus entre eux au départ, et donc on aurait une espèce de démarche qui serait bottom-up et qui accélérerait et qui permettrait de respecter l'échéance de 2030. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci à la fois de votre passion, de votre expertise sur ce travail que vous avez mené au sein du groupe des 12. Si je peux me permettre le plaisir de voir aussi des personnes qu'on connaît depuis très longtemps ici dans cette commission. Alors, vous avez porté effectivement une réflexion très large pour la plupart aujourd'hui de nos concitoyens. Les traités de l'Union européenne et les accords au sommet constituent un petit peu une part inconnue et par là une inquiétante de l'Europe. Et donc, c'est une réflexion sur l'avenir institutionnel de l'Union et non seulement bienvenue, mais aussi indispensable. Et dans l'ensemble des réflexions menées dans votre groupe, moi je vois effectivement qu'il y a aussi des réflexions et des propositions émanant des fondations politiques qui constituent aussi des briques complémentaires à la discussion au-delà des aspects institutionnels européens. Et votre point de départ est bien là, la consolidation donc de l'état de droit au sein de l'Union et par chaque État membre. Et à titre personnel et au nom de mon groupe socialiste et apparenté, vraiment je m'en félicite. Alors vous avez, dans la plupart des objectifs que vous avez évoqués, et la méthode qui a été initiée me paraissent au sens d'adéquate au souhait de prise en compte des contraintes et des progrès sur lesquels d'autres progrès pourraient se faire. Et si la question des règles budgétaires et fiscales a été abordée, elle me semble laisser deux aspects de côté, deux aspects importants pour les États membres. C'est là-dessus que je voulais un petit peu avoir vos réponses. Je pense que les parlements nationaux devraient être mieux associés au processus budgétaire européen et ce qu'il fixe des trajectoires partagées, c'est le processus du semestre européen. Nous sommes là au niveau de la directive et même pas donc de traité. Et donc les cadres budgétaires à moyen terme pourraient être obligatoirement soumis à l'approbation des parlements nationaux conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque État membre. Et les parlements nationaux passeraient ainsi du statut de spectateur d'un processus de négociation bilatérale entre les gouvernements nationaux et la Commission vers un statut à celui d'acteurs importants qui devraient être impliqués dès le début du processus de planification budgétaire et qui ont une voix légitime sur la façon dont les priorités politiques nationales et les objectifs budgétaires de l'Union européenne devraient être définis. J'en parle aussi parce qu'avec mon collègue Alexandre Rold, nous sommes tous les deux rapporteurs sur les nouvelles règles budgétaires et donc effectivement c'était
un sujet qui est revenu. Il est important aussi de noter qu'une telle réforme renforcerait aussi les droits des parlements nationaux, donc d'ailleurs conformément à l'article 10 du traité qui exige que les parlements nationaux aussi soient associés à la politique budgétaire. Parallèlement, il y a aussi toute la question de la société civile qui pourrait être mieux associée et intégrée à un dispositif nouveau. C'est le deuxième sujet. Et d'une façon de renforcer la place et le rôle donc, des autres acteurs, faire donc de la consultation des partenaires une exigence obligatoire de la planification structurelle. Donc, je conclurai, Monsieur le Président, à un mot. Il y a aujourd'hui vraiment une vraie question. Il y a ceux qui veulent bâtir une puissance publique, démocratique et sociale permettant de réguler la mondialisation. Et il y a ceux qui invoquent des déterminismes culturels, refusent de lutter contre les inégalités, laissent l'Union européenne à des demi-mesures. Et c'est pour cette raison-là, je pense que vous avez compris dans quel camp je me situe. Et j'attends avec impatience vos éléments complémentaires. Merci beaucoup. Comme vous avez tous dépassé, je me suis dit que vous pouviez le faire aussi. Henri Alfandari, qui va tenir lui le temps. Je ferai de mon mieux, Monsieur le Président. Merci. Mesdames, je vous remercie du rapport que vous nous présentez. Je dirais tout simplement qu'il y a des choses qui sont extrêmement saluables, puisque vous avez des propositions qui permettent, au-delà des traités, de réformer l'Union européenne sur un certain nombre de points opérationnels dont nous aurons besoin dans un temps assez court. Puis après, vous évoquez des solutions pour l'avenir de notre Union, que ça soit l'autonomie budgétaire, que ça soit le vote à la majorité qualifiée, qui sont effectivement autant de choses qu'un ensemble de ce type a besoin pour pouvoir effectuer ses missions et répondre aux politiques publiques. Cependant, il me semble quand même, puisqu'on a eu divers échanges sur les questions institutionnelles, que l'action politique, en général, quel que soit le pays du monde occidental et la construction européenne en particulier, a besoin de la légitimité. Elle a besoin de la légitimité du peuple et la question institutionnelle se pose de fait. On ne peut pas continuer à faire avancer l'Europe sans les peuples. Et l'extension systématique du domaine de la norme ne peut pas être une solution pour régler nos problèmes opérationnels, pour répondre aux défis dont nous avons besoin. Nous devons avoir l'onction des peuples si nous voulons aller plus loin dans notre union. L'autre chose que vous proposez, et même, je dirais, vous effectuez un constat qui est que le périmètre actuel est plutôt une série de cercles de désintégration, puisque chacun a une Europe à la carte de manière assez évidente. Hein. Quand on fait l'ensemble des compétences, on a des cercles qui se touchent, des cercles qui s'excluent, des cercles qui ne se touchent pas. Et là, vous proposez une logique de cercle d'intégration qui est tout à fait salutaire et vers laquelle nous devrions aller. Ce qui me fait vous dire... Madame Meylan, quand même, qu'il n'y a jamais eu de projet fédéraliste. Les Français sont dit non à une proposition d'Europe unitaire. Ils ont réussi à dire non à une vision française de l'Europe. La réalité, c'est que si on veut à un moment défendre la souveraineté, comme vous le dites, la souveraineté s'exerce dans le cadre d'un projet fédéral. Et pour l'instant, personne n'a jamais assumé cette position-là. Et probablement, la question des cercles permettrait d'assumer ça. Le seul reproche que je ferai à votre proposition, c'est que pour l'instant, on a plutôt des escaliers qui descendent à la cave au lieu d'avoir des escaliers qui montent à l'étage. Je crois que le dernier des cercles doit être le plus intégré et non pas l'inverse. Sinon, y a quelque chose en termes de construction qui ne fonctionne pas. Mais donc voilà, je tenais à vous dire que je salue un certain nombre des choses que vous faites, que oui, il y a des choses sur lesquelles nous devons y aller, mais nous ne devons pas fuir les peuples. Et je terminerai par dire que subsidiarité bien ordonnée commence par écrire précisément qui fait quoi et où. Merci beaucoup. Merci. Nous avons terminé pour les orateurs de groupe parce que je ne vois personne des écologistes, ni des LR, ni des communistes, ni de l'IOT. Donc, vous avez la parole. Je vous remercie toutes et tous pour vos questions qui sont riches et donc je vais essayer de synthétiser, d'apporter des points. Bien entendu, on est toutes les trois à répondre et donc on se complétera, j'imagine. Je vais peut-être du coup rebondir sur ce qui vient d'être dit en dernier et puis après adresser d'autres questions. Bien sûr que je pense qu'on vous rejoint, même si je suis juriste et donc attachée à l'extension du domaine de la norme. Bien entendu, l'onction populaire, elle est nécessaire et c'est pour ça que nous proposons, en plus du passage à la majorité qualifiée dans les domaines dans lesquels on l'a
propose, que ce soit accompagné de la procédure législative ordinaire qui fait du Parlement européen le co-décideur en réalité. Donc ça nous a en tout cas, on a trouvé ça important, bien entendu, et indispensable même d'accompagner tout accroissement de cette majorité qualifiée, et de la même chose pour les pouvoirs d'urgence, comme le disait Pervenche quand elle a présenté, l'article 122 doit bien entendu intégrer l'aspect démocratique. Plusieurs ont souligné dans plusieurs questions la nécessité de créer un espace public européen. Alors bien entendu, c'est au cœur de notre réflexion, et ça c'est compliqué à le créer par le haut. Ça va résulter de pratiques, mais on y a beaucoup réfléchi. On fait des propositions quand même concrètes dans notre passage sur la démocratie participative, néanmoins, notamment par exemple sur les panels de citoyens européens. Je voulais préciser, parce qu'on a eu des questions sur le budget, je précise qu'en fait, ce n'était pas réellement dans notre mandat. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé déterminant de mettre en lumière le fait que le budget nous apparaissait comme insuffisant en l'état actuel, et qu'il fallait réfléchir sur le plan de la procédure d'adoption et sur la question du pouvoir d'emprunter. Mais en fait, c'est pas dans notre mandat à l'origine, d'où peut-être le fait qu'on n'a pas creusé autant que vous le suggérez sur cette question. Et puis, bien entendu, sur la question du contournement démocratique, alors moi je suis un peu... en tout cas circonspecte, parce qu'on ne propose pas du tout ça dans toute la partie sur les révisions des traités. On ne propose pas de contourner cette exigence de ratification unanime par les États, ni de ratification et donc d'implication des parlements. Donc si vous pensez que les parlements ne sont pas des lieux d'expression de la démocratie, alors moi je ne comprends pas exactement. Je ne pense pas que le référendum en tout cas pour se prononcer sur un traité, soit mieux que ce que nous proposons, c'est-à-dire une convention qui permet vraiment d'associer les peuples à la réflexion, autrement que par un oui ou non sur une question qui leur est posée, à laquelle on doit répondre de manière binaire et un peu manichéenne. Donc ça, c'est mon point de vue, et je pense que c'était un point de vue partagé. On ne s'est jamais dit qu'on allait contourner l'exigence démocratique à laquelle nous sommes toutes et tous attachés dans ce groupe. Je crois que je peux passer la parole à mes collègues. C'est bon. Deux, trois mots. Pour rejoindre ce que vient de dire Gaël, par exemple, le budget, en effet, n'était pas dans notre mandat, mais nous avons aussi estimé que nous ne pouvions pas aborder tous les sujets. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous aurions peut-être aimé faire des propositions ou avoir des développements, que ce soit les parlements nationaux, la question du droit d'initiative du Parlement européen, la question qui est posée par certains du rapport entre les présidents du Conseil européen et de la Commission, le rôle du haut représentant pour les affaires étrangères et de sécurité, toutes questions tout à fait légitimes, que vous n'avez pas posées d'ailleurs, mais qui se posent dans le débat public et parlementaire. Mais nous avons estimé que, nous n'avions pas le temps de tout traiter, et d'autre part, nous avons aussi estimé que, par rapport à l'équilibre du système institutionnel communautaire tel qu'il existe aujourd'hui, avec son caractère hybride qui est rappelé dans notre rapport, nous n'avions pas l'intention de faire des propositions qui sortiraient, je dirais, de ce cadre institutionnel tel qu'il existe aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de propositions aujourd'hui qui sont sur la table, qui sortent de notre point de vue de ce cadre institutionnel qui est suffisamment subtilement équilibré aujourd'hui pour mériter, à notre point de vue, d'être maintenu. Deuxièmement, sur la question du référendum, notamment en France, il y a des dispositions dans la Constitution française qui sont très claires et qui indiquent que dans certaines conditions, si, je crois, une majorité des 3/5 n'est pas réunie et à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour la ratification d'un nouveau traité, à ce moment-là, on passe au référendum. Donc chaque pays a ses règles constitutionnelles. Il se trouve que dans la plupart des pays de l'Union européenne, ce sont des ratifications parlementaires. Il y a certains pays, 2 ou 3, pour lesquels un référendum est obligatoire. Et dans notre pays, les 2 options sont possibles en fonction de l'évaluation des circonstances politiques du moment. Donc, de ce point de vue-là, nous n'avions pas, nous, à nous prononcer sur les différentes hypothèses. Le moment venu, s'il y a des propositions de révision des traités, elles seront gérées en France, soit par la ratification parlementaire, soit par référendum. Sur la question de la transparence, de la probité, etc.,
Nous faisons en effet, je crois, une proposition qui est intéressante de création d'un office pour mieux réguler ces questions, un peu à l'image de la Haute Autorité française, comme l'a rappelé Pervenche. Je rappelle cependant qu'au Parlement européen, il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites notamment par la présidente. Chacun reconnaît qu'elles sont sans doute insuffisantes, mais c'est la démocratie. Une majorité du Parlement européen a voté sur un certain nombre de propositions. Celles qui étaient les plus radicales ou qui allaient le plus loin n'ont pas bénéficié d'une majorité au Parlement européen, mais néanmoins, toute une série de propositions, je crois, qui vont beaucoup plus loin que les règles actuelles, ont néanmoins été adoptées à une très grande majorité au Parlement européen. Donc je crois qu'il faut respecter le fait que quand il y a une majorité, c'est forcément un compromis, mais c'est le compromis qui prévaut dans la plupart de nos institutions afin de bénéficier d'une majorité. Alors, sur l'état de droit, je suis d'accord. Dans l'état actuel des choses, on n'a pas tellement d'autres solutions, à court terme en tout cas, si ce n'est à moyen terme, que des sanctions. Nous proposons qu'elles soient élargies par rapport à la situation actuelle. Évidemment que la création ou la vie d'un espace politique européen dans tous les pays concernés est l'option préférée, qui devrait un jour arriver à un objectif qui rendrait l'option des sanctions plus marginale. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a, et nous sommes tous d'accord là-dessus, pas d'autre option que de procéder avec des sanctions, et aussi l'ultime sanction, celle que nous proposons avec nos différents cercles, c'est de faire en sorte que ces pays qui aujourd'hui ne respectent pas l'état de droit seraient contraints d'appartenir à un autre cercle que celui de l'Union européenne. Pervenche. Merci. Alors, beaucoup de vous ont dit que peut-être c'était une vision ou que c'était fédéral. Enfin, il y a eu une évaluation globale comme ça sur le rapport. Moi, ce que je voudrais simplement rappeler, et vous l'avez indiqué d'une certaine manière dans votre introduction, Monsieur le Président, c'est le premier rapport de réflexion de fond sur ces enjeux qui rentrent dans le débat européen, dans un calendrier qui n'est pas que le calendrier des prochaines élections européennes, qui est aussi le Conseil qui va se réunir début octobre à Grenade, et surtout le Conseil européen de décembre qui devra prendre des décisions extrêmement importantes sur les prochains élargissements et sur le calendrier de travail de l'Union européenne. Et trop souvent, on dit que l'Europe ne réfléchit pas. Là, il y a une base de réflexion qui n'engage pas les gouvernements, mais qui, je crois qu'aucun des 12 membres de ce groupe ne peut être contesté dans sa légitimité ou dans sa connaissance de la matière, qui propose une pierre à la construction d'une réflexion commune, ce dont on a besoin et ce dont doit se nourrir la réflexion européenne pour marcher utilement et pas uniquement au gré des vagues. Et de ce point de vue, ce que nous disons dans le rapport, en définissant cette date de 2030, c'est aussi que l'enjeu du prochain mandat, de la prochaine Commission européenne, c'est de traiter de cette question. Même si ça donne des rendez-vous avec chacune des politiques, et de ce point de vue-là, nous disons que chacune des politiques devra être révisée, parce qu'il y a ce cadre macro, d'une certaine manière, qui se dessine, sur lequel, en avançant au jour le jour, il ne faut jamais perdre de vue quelle est cette perspective qui s'impose à nous. Alors, sur l'élargissement graduel, beaucoup de travaux commencent à émerger, et ça n'était pas notre tâche d'aller plus dans le détail. Simplement, de ce dont il faut avoir conscience, et j'en reviens à cette question de l'état de droit, proposons-nous que des sanctions ? Nous proposons que cette question de l'état de droit soit une précondition de l'élargissement. Non pas une mise en œuvre complète de l'état de droit, puisque l'enjeu des anciens chapitres qui sont devenus des clusters, des paquets sont en fait la capacité des pays candidats à s'approprier cette capacité à mettre en œuvre une justice indépendante, une liberté d'expression et donc les outils de l'état de droit, mais que cette marche est une marche absolument fondamentale et une précondition de la conclusion d'un accord final.
Sur les enjeux de défense, je voudrais simplement rappeler, vous inviter à lire page 30 du rapport, le passage suivant. Le passage au vote à la majorité qualifiée ne porterait pas atteinte à la souveraineté nationale concernant l'emploi de la force militaire ou la construction des opérations militaires de l'Union qui continuerait de relever d'une décision nationale souveraine. C'est dit clairement et souverainement, si j'ose dire. Quant à la nature fédérale de l'Union que nous proposons, je vous invite à lire attentivement l'introduction dans laquelle nous avons un paragraphe long sur la nature hybride du système de l'Union européenne qui, me semble-t-il, contredit cette perception. Est-ce que je vais revenir sur le débat de 2005 ? Daniel Obono, je ne crois pas que nous ayons à l'époque eu l'occasion d'en débattre, mais ça renvoie un petit peu à la réflexion que je faisais au début de mon propos, de cet élément de réponse, qui est, pour une fois, on a en amont du moment où les choses critiques vont se faire, des outils pour réfléchir. Donc saisissons-nous-en. Et ça me permet de répondre ou de rebondir sur une ou deux de vos observations. 2005 ou pas, je m'en fiche par rapport à la capacité de réaction de l'Union européenne face à la crise de la Covid ou face à la guerre en Ukraine, où un pays européen a été agressé par un autre pays. Moi, je trouve admirable la façon dont Mme Ursula von der Leyen et l'ensemble du collège des commissaires, avec in fine le soutien des gouvernements, ont permis à l'Union européenne d'être au rendez-vous de cette histoire, à la fois pour les citoyens européens et pour nos proches voisins. Sur la question du Qatargate, je vous invite quand même à lire attentivement, page 37 du rapport, nos propositions sur un office, parce que Christine Verger vient de décrire ce qui s'est passé au Parlement européen. Il y a une majorité qui s'est dégagée pour des propositions que nous considérons comme insuffisantes. Et c'est exactement pour ça que nous vous faisons cette proposition. Certains nous ont parfois dit que les questions de corruption n'étaient pas dans notre mandat. Eh bien si, parce qu'il n'y a pas de fonctionnement des institutions européennes, il n'y a pas de fonctionnement de la démocratie s'il n'y a pas probité, exemplarité, à la fois pour nous et pour notre capacité à porter une parole à l'extérieur. Frédéric Petit, sur la question des Balkans, merci de nous rappeler à ça, parce que ça nous oblige à revenir sur cet enjeu de l'élargissement. Vous savez très bien que la discussion avec les Balkans traîne depuis trop longtemps. Moi, je suis d'accord avec vous, je préférais le Big Bang. Mais le Big Bang et les arguments que vous avez utilisés, alors je n'ai pas regardé la page exacte du rapport, mais vous allez trouver ça tout de suite, nous développons vos arguments. Et c'est pour ça que nous ne disons pas du tout un élargissement seulement au mérite. Nous disons au mérite et par petits groupes d'États. Ce qui veut dire que, et y compris, nous proposons qu'un État membre qui rentrerait n'aurait, pendant une certaine période, pas le droit de vote sur les futurs élargissements, pour ne pas importer dans l'Union européenne des conflits existants entre des pays candidats, où les deux pays candidats seraient candidats à l'adhésion, et dès lors qu'ils auraient un conflit, ils devraient le résoudre avant. Mais cette idée de l'émulation entre eux pour rentrer ensemble, c'est tout à fait présent dans notre esprit et vous le retrouverez dans le rapport détaillé que vous pourrez, avec lequel vous pourrez vous endormir ce soir. Ou peut-être rester réveillé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, un dernier mot sur l'histoire de l'escalier qui descend ou l'escalier qui monte. Vous êtes au cœur, on dirait que vous étiez dans notre groupe de travail, parce que c'est le résultat de notre réflexion. Et nous sommes arrivés à ces cercles, alors je ne sais pas dans quel sens il faut les regarder, mais après c'est difficile de mettre l'euro au large. Je vous fais tout de même remarquer que nous indiquons clairement que dans toute notre flexibilité, dans toutes les opt-out, nous n'en posons pas sur l'euro. Et même nous disons que l'euro doit faire partie des conditions de l'intégration. Et quand nous disons, nous avons fait l'exercice dans les deux sens, le sujet c'est que si vous avez un traité de renforcement des réformes qui n'est pas accepté par tout le monde, comment vous faites ? Vous restez bloqué ? Vous passez à minima ? Ou vous prenez le même traité et vous l'écrivez ailleurs avec les institutions de l'Union ? Et l'autre démarche, c'est vous avez des États qui éventuellement ne veulent pas rentrer dans l'Union européenne et qui veulent rester, je ne sais pas, comme aujourd'hui la Norvège, dans un cercle d'agglomération, mais qui n'ont pas forcément vocation à être membres de la zone euro. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir reposer les questions, mais il y avait d'autres demandes de questions juste avant, en commençant par Charles Sitzenstuhl pour le groupe Renaissance pour 2 minutes.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour ce travail très conséquent. Bon, j'aurais beaucoup de questions, mais je vais essayer d'être rapide et en plus devant partir dans quelques instants. Sur la question du filet de sécurité de la souveraineté, moi, j'ai un peu buté là-dessus. Je trouve que le terme est un peu bizarre, pour le dire comme je le pense, et en réalité renvoie à une réalité négative de l'Union européenne. Voilà. Moi, j'ai vraiment buté en relisant plusieurs fois ce concept-là. Et par ailleurs, est-ce que c'est pas une forme de compromis de Luxembourg New Look que vous proposez, quoi? Voilà. Donc, je serais heureux de vous entendre là-dessus. Sur les ressources, très en soutien de ce que vous dites sur l'augmentation du budget de l'Union européenne. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur en tête? Sur les ressources, également, très en soutien de ce que vous dites. Quelle pourrait être une ressource européenne? Voilà, on pensait pouvoir faire la taxe GAFA il y a 5 ans, on ne l'a pas faite. Est-ce que vous avez réfléchi un peu plus là-dessus? Sur l'idée de la dette commune, ça nous intéresserait de savoir ce que vos collègues allemands ont pensé de cette idée. Ah d'accord, ok, bon pardon. On nous a... Autant pour moi. Et je termine sur les cercles, les 4 cercles. L'idée de membres associés, j'ai aussi un peu buté là-dessus, voilà, je vous le dis, parce qu'on a déjà des accords d'association, alors c'est pas exactement la même chose, mais je crains une confusion des termes, et je considère, mais c'est un avis personnel, on est membre de l'Union européenne ou on n'est pas membre, voilà. Et créer un stade intermédiaire, je pense, risque d'induire en erreur et de créer beaucoup de confusion dans des institutions qui sont déjà un peu compliquées. Pour terminer. Est-ce que vous avez réfléchi à la place et à l'avenir de l'Eurogroupe dans tout ça? Parce qu'institution très importante du fonctionnement de l'Union européenne, dont on ne parle pas assez. Voilà, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Merci beaucoup. La parole est à Yael Ménage pour le groupe Rassemblement National pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre travail, votre rapport. Ma question, c'est ne craignez-vous pas que votre rapport soit discrédité par la composition du groupe des 12? Alors, je ne parle pas de la vue française, allemande ou franco-allemande, mais de ne pas avoir pris en compte des schémas qui intègrent les voix grandissantes des peuples en Europe qui sont opposés au fédéralisme ou à une plus grande intégration européenne. Autrement dit, pour être plus clair, quelles options seraient envisageables dans le cas d'une réforme des institutions conduisant vers un modèle renforçant la coopération au lieu de l'intégration européenne? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je continue de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore eu, puis après je la repasserai pour 1 minute à ceux qui l'ont déjà eu, en continuant avec Liliana Tanguy et Brigitte Klinkert ensuite pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président et merci Mesdames pour... vos exposés de cette étude qui est la bienvenue. Étant membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et où nous nous interrogeons aussi et nous intéressons à la question de l'élargissement, je trouve que, comme ma collègue Brigitte Klinkert, que ça apporte voilà, des éclairages et ces forces de proposition. Et donc, je pense que cette initiative de cette commande de l'exécutif est intéressante à plusieurs titres et en particulier me concernant parce que je suis en train de préparer un rapport dans le cadre d'une mission d'information sur le suivi des négociations d'adhésion des pays des Balkans occidentaux. Et je constate sur le terrain que la lenteur du processus d'intégration à l'Union européenne a suscité quand même voilà, des inquiétudes des populations concernées qui ont un sentiment de frustration, voire de découragement. Alors je sais que la question de la méthode d'élargissement n'est pas au cœur de votre rapport. Néanmoins, vous y faites référence. Et ce que je voulais savoir, c'est si le concept d'adhésion progressive par étapes vous semble une solution adaptée pour pouvoir tenir l'objectif d'une intégration d'ici 2030 qui a été suggéré donc, par Charles Michel et que vous reprenez à votre compte. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Brigitte Klinkert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour ce rapport franco-allemand.
Ce sont des propositions concrètes qui démontrent aussi la volonté de nos deux pays de faire avancer toujours plus l'Europe. Et je suis sûre que ces réflexions vont sans aucun doute nourrir les réflexions aussi que nous avons au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, et notamment du groupe de travail Avenir de l'Europe, qui est piloté par mon excellente collègue Constance Le Grip. Très vite, ma question concerne la CPE. Je ne reviens pas sur les 2 premiers sommets de la communauté politique européenne qui se sont tenus à Prague et en Moldavie et qui ont été un succès à l'initiative de la présidence française de l'Union européenne menée par le président Macron. Cette instance très large permet de réunir les Européens pour envisager la coopération à une grande échelle. Néanmoins, elle reste informelle. Alors, comment est-ce que vous, mesdames, vous envisageriez le rôle de la CPE dans le cadre d'élargissement futur, et comment l'avenir institutionnel de cette instance européenne pourrait-elle s'articuler avec le nécessaire approfondissement de notre Union dans les années à venir? Je vous remercie. Merci. La parole est à Benjamin Haddad pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, et surtout merci à vous toutes pour cette présentation, cet exercice qui effectivement me paraît salutaire et je pense s'inscrit dans une réflexion importante sur la façon de mener à la fois la réforme des institutions en parallèle de l'élargissement inéluctable de l'Union européenne. Donc comment mieux préparer nos institutions. J'avais 2 questions, un paquet de questions d'une certaine façon. C'est un travail franco-allemand, ce qui est bienvenu. Il faut qu'on continue à être pilote dans la réflexion, mais j'aurais aimé savoir à la fois dans la méthode et aujourd'hui dans la promotion, la façon dont vous avez intégré les autres pays membres. Par exemple, les, entre guillemets, nouveaux membres, même s'ils ne sont plus vraiment nouveaux, mais enfin ceux qui nous ont rejoints il y a déjà une vingtaine d'années, puisqu'évidemment, leur perspective sera décisive pour pouvoir pousser ces propositions. Et deuxième question, un peu liée, pour rebondir sur ce que disait Charles Chisensoul, je suis aussi un peu mal à l'aise sur l'idée des membres associés. Et aussi, d'ailleurs, je rajouterais sur le fait d'intégrer la CPE dans cette réflexion, ce qui peut aussi donner l'impression, ce qui est déjà ce que certains de nos partenaires nous reprochent, de vouloir faire de la CPE une antichambre de l'Union européenne plutôt qu'un autre forum à côté, parallèle, de vouloir créer une Europe à cercle concentrique et donc en fait de mener cet effort de réflexion sur les réformes, non pas pour préparer les élargissements, mais en réalité peut-être pour les empêcher et créer un statut tierce pour les pays actuellement candidats. Et évidemment, ça, et ça rejoint ma première question, c'est un point de blocage, c'est un irritant pour nos partenaires, notamment en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc voilà ces 2 séries de questions. Merci. Merci beaucoup. Et j'en reviens maintenant aux collègues qui ont déjà pris la parole en leur demandant de bien vouloir tenir 1 minute s'ils y arrivent, en commençant par Daniel Obono. Oui, merci Président. En fait, je voulais rebondir sur la question de la transparence, parce que peut-être qu'il y a... Enfin, peut-être que vous allez me corriger, sur le projet d'organe d'éthique européen. Moi, les recherches que j'avais faites ont montré que le Parlement, en fait, avait rejeté la proposition du Conseil en la matière, la jugeant insatisfaisante, le projet qui a été présenté le 8 juin, et que du coup, ça nécessite justement de travailler. Alors, ça va dans le sens de ce que vous proposez. Je vais regarder avec attention ce que vous avez mis en avant comme recommandation sur l'Office pour la transparence et la probité, et voir en détail de quoi il s'agit, parce que je pense que ça va plutôt aller dans le sens de l'expression qui me semblait, aux dernières nouvelles, majoritaire au niveau du Parlement, sur l'insuffisance justement du projet de la Commission, et notamment sur le problème des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs de sanction, des moyens matériels de l'organe d'éthique en question. Et par contre, enfin, au niveau du Parlement, c'était les résolutions qui ont été adoptées en février et en décembre et en février dernier, suite au Qatargate, qui, même si elle n'avait pas de pouvoir contraignant, justement, présentait une ambition bien plus importante que ce que propose la Commission. Et donc, voilà, il me semble que c'était... au niveau parlementaire européen, il n'y a pas eu d'approbation de ce qui a été présenté. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. D'abord, moi, je ne peux pas laisser dire qu'il y a une disqualification des experts par le peuple. Ce sont 2 choses
absolument nécessaire dans une démocratie, et pas que. Il n'y a pas que les experts, il n'y a pas que l'expression du peuple. Je refuse cette assignation à résidence voilà, il y a des experts, puis de l'autre côté, il y a le peuple. Non, voilà. Ça me choque, et j'ai beaucoup aimé l'expression « nous nous nourrissons les uns des autres ». C'est exactement de ça qu'il s'agit. Je voudrais rappeler aussi à mes collègues que l'euro a déjà été adopté par référendum par les pays qui n'y sont pas. Les Polonais ont voté pour l'euro. Ils n'ont pas voté de date, mais quand ils ont voté en 2004, ils ont voté pour l'adoption de l'euro. Bien sûr. Non, mais je rappelle cette chose-là. Après, sur les Balkans, j'ai parlé de bottom-up. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, ce qui me semble manquer, c'est par exemple de valoriser Open Balkans, de valoriser un certain nombre de réconciliations qui sont faites, de valoriser, etc. Et il y a un outil dans l'état de droit dont personne ne parle et qui me semble répondre à la question que je vous posais, c'est le rapport annuel sur l'état de l'Union, sur l'état de droit dans l'Union, qui est un rapport magnifique parce qu'il corrige tout le monde en prend pour son grade. Il est absolument pas, merci beaucoup, absolument pas travaillé, et je trouve que ça, c'est un outil qu'on devrait reprendre et qui, lui, devrait mener les débats. Merci. La parole est à Henri Alfandari. Merci, Monsieur le Président. En effet, j'aurais probablement bien aimé échanger dans votre groupe. Juste pour dire que ça n'est pas arrivé comme ça. C'est suite au référendum de 2004 où j'avais essayé de faire quelque chose de particulier et je m'étais confronté à ma limite d'être incapable de penser l'Europe indifféremment d'un État-nation. L'Europe était puissance ou impuissance, nation ou non-nation. Et j'ai toujours un problème avec ce principe de sui generis. Et il y a un moment, il y a une vraie réflexion à bâtir là-dessus. On parlait de l'espace public européen, mais il y a un problème d'honnêteté de notre part. Il n'y a pas de peuple européen. On peut souhaiter qu'il y en ait un à l'avenir, mais il faut le construire. Et pour ça, il faut partir de ce qui existe et tracer une perspective. Et donc, on en revient au fait que oui, les cercles concentriques, mais ils doivent avoir un ordre précis qui permet, 1, de faire un peuple, 2, de gérer le territoire sur lequel est ce peuple, 3, d'organiser les richesses et l'aménagement du territoire, et 4, éventuellement, de partager un espace social. Si on ne fait pas les choses dans cet ordre-là, ça ne marchera pas. Après, voilà. Et juste, je voulais vous dire, vous avez rappelé que vous étiez juriste. C'est tout à fait vrai. Juste, on ne s'exonérera pas d'une vraie réflexion sur le rapport du jurinaturalisme et du jurinormativisme. Moi, je pense que le jurinormativisme vide nos démocraties de leur sens. Merci. Mesdames, vous avez la parole. Alors, de nouveau, je réponds à la dernière remarque. Non, mais je vous suis totalement. Dans ma pratique quotidienne du travail d'enseignement du droit, je ne fais absolument pas de distinction entre le droit et je ne l'enseigne pas comme une pure technique. J'enseigne à mes étudiants qu'il est là au service d'idéaux et de politique. Donc, on se rejoint et toutes nos discussions, on les a fait pas qu'entre juristes. On était plutôt à essayer de réfléchir à comment le juridique peut accompagner des réformes que l'on a collectivement jugé nécessaire. Et c'est un outil au service, bien sûr, du politique et d'idéaux et de valeurs. Sinon, l'état de droit ne serait pas en premier lieu de notre rapport. Donc là, je vous rejoins tout à fait. Sur le rapport annuel sur l'état de droit de l'Union, bien sûr, c'est un outil formidable, sauf qu'il n'a pas de valeur contraignante et que ça permet ça a peu permis pour l'instant de changement. Voilà, tout à fait. Mais on le cite dans notre rapport comme... en tout cas, on le connaît et bien sûr que ça a fait partie de nos débats. On a eu aussi quelques questions sur le statut de membre associé et sur la CPE. Je crois que... Je ne sais plus qui a posé ces questions-là. On aurait pu faire un rapport entier sur la communauté politique européenne ou sur l'adhésion graduelle. Il y en a eu d'ailleurs. Ce n'était pas le but de notre rapport. On se prononce pour le gradualisme, mais on n'approfondit pas cette question. Et la CPE, je laisserai peut-être mes collègues aussi approfondir ce point, mais c'est en tout cas... Il est dans notre schéma comme nécessité, dans notre schéma de pensée, mais en tout cas, bien sûr qu'on n'a pas détaillé tous les tenants et les aboutissants.
retentissant. Et peut-être une dernière réponse sur le fédéralisme et sur le discrédit de la non-intégration de réflexion sur la coopération, si je vous ai bien entendu, c'est ça, sur l'intergouvernementalisme en quelque sorte. Alors, si vous lisez page 13, on met en lumière le fait que nous tenons à valoriser les 3 titres de légitimité, que sont la légitimité interétatique, la légitimité populaire, démocratique, et puis la légitimité de l'Union. Ces 3 sources de légitimité sont prises en compte comme étant la base de nos réflexions, et on n'a pas souhaité aller vers des changements qui auraient conduit justement à privilégier l'un au détriment de l'autre. Je pense que c'est un équilibre global auquel nous sommes parvenus. Je sais pas, Christine ? Juste un mot, parce que malheureusement, je dois partir dans 5 minutes. Vous avez la séance publique. Un mot sur la composition du groupe qui a été mentionné par votre collègue. Ce groupe a été composé par les 2 secrétaires d'État aux affaires européennes françaises et allemandes, donc nous n'avons aucune responsabilité en la matière. Ce groupe est composé, je crois, d'experts et de certains praticiens ou praticiennes de l'Union européenne, mais je crois que s'il y a des questions autres sur sa composition, il faut les poser aux 2 secrétaires d'État concernés. On n'a peut-être pas dit jusqu'à présent que dans le cadre de nos travaux, nous avons procédé à pas mal d'auditions, des auditions qui ont été tout à fait informelles, dont on n'a pas rendu compte, parce que sinon il aurait fallu justifier pourquoi un tel et pas un tel. Il aurait fallu auditionner 300 personnes représentatives de tous les pays et de toutes les sensibilités. Donc nous avons procédé à un certain nombre d'auditions, souvent de personnalités ayant exercé des responsabilités dans les institutions européennes ou dans les États membres, et nous avons essayé de faire en sorte que ça soit relativement équilibré et dans les pays candidats. Et voilà, entre les gens des États membres et aussi certaines personnalités des pays candidats. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on a fait ce qu'on a pu pour écouter, au-delà de la composition de notre groupe, les sensibilités à la fois politiques, personnelles et d'expérience, surtout d'un certain nombre de personnes. Sur, comme l'a dit Gaël, les questions approche graduelle, etc., nous avons délibérément choisi de ne pas rentrer dans ce débat. Il y a pas mal d'études qui existent maintenant sur le sujet, notamment sur la question de l'approche graduelle, que ce soit le CEPS à Bruxelles, l'Institut Jacques Delors à Paris. Des études assez poussées existent déjà sur ce terrain, donc je vous invite à vous référer à ces études qui vont d'ailleurs, dans les mois qui viennent, continuer d'être complétées sur un certain nombre d'aspects. Et enfin, vous avez raison de poser des questions, après tout, sur les membres associés, sur la communauté politique européenne, ce sont des grands sujets. Comme l'a dit Gaël aussi, cette question de la différenciation, elle ne nous est pas apparue d'emblée dans nos discussions. Mais c'est au fur et à mesure des travaux du groupe que dans la dernière phase, nous avons décidé d'avoir cette réflexion. Et je pense que chacun des cercles, quelque part, et notamment le cercle membre associé et éventuellement le cercle communauté politique européenne, mériterait un rapport en soi. Et notamment la question des membres associés. Donc pourquoi pas un rapport de votre commission sur ce sujet. En style télégraphique, d'abord je voudrais remercier tout de même, parce qu'on ne l'a pas fait, et je crois que c'est très important, les 2 secrétaires d'État de leur initiative. Parce que on voit, ce sont des questions brûlantes sur lesquelles beaucoup d'idées sont sur la table, mais il y a une grande confusion dans les esprits. Et je pense que cette initiative des 2 secrétaires d'État donne des briques pour construire la réflexion. On peut être d'accord ou pas avec les propositions que nous faisons, mais elles ont le mérite d'obliger à avoir une perspective large, et pour que chacun puisse se positionner par rapport au choix qu'il souhaite faire et là où il souhaite s'engager en étant éclairé sur les enjeux qui bien évidemment ont été totalement bousculés à la fois par la crise de la Covid, mais aussi plus récemment bien évidemment par la question de la guerre en Ukraine. Donc encore une fois, à ce titre-là, je veux vraiment les remercier parce que je pense qu'elles ont fait preuve de lucidité, de courage et d'audace d'une certaine manière, et que ça mérite d'être salué dans un moment où, alors on a parlé du franco-allemand,
Enfin, on le sait très bien, le franco-allemand, si ça marche, on dit que ça prend toute la place. Si ça marche pas, c'est la catastrophe. Mais ce que je peux témoigner sans dévoiler ou révéler les secrets de notre groupe de travail, nous n'avons pas travaillé comme des Français contre les Allemands ou les Allemands contre les Français. On nous a posé la question à propos de la dette commune. Elle est inscrite dans le rapport clairement et ça n'a pas fait l'objet d'heures de débat. Entre nous, nous étions convaincus des vertus de la nature hybride des institutions de l'Union européenne, et c'est à cela que nous avons travaillé. Alors, Charles Sitzenball m'a interrogé à propos du filet de sécurité et de souveraineté. C'est le prix pour avancer. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les discussions sur le vote à la majorité sont bloquées et il faut donner des gages et des sécurités pour pouvoir avancer dans ce domaine. Et le jeu en vaut la chandelle, y compris, et peut-être beaucoup pour notre pays. Sur l'histoire des membres associés, c'est pas une nouvelle catégorie pour tout confondre, c'est une nouvelle catégorie pour être dans l'équation que j'ai indiquée dans ma proposition liminaire. On va avoir besoin de flexibilité, mais cette flexibilité doit pouvoir s'inscrire dans un cadre où chacun s'y retrouve. Et la limite rouge qu'a très bien décrite Gaël Marty, qui est celle où, si on veut bénéficier du marché intérieur, il faut accepter les règles de droit, est une règle qui permet de mettre un peu d'ordre dans les nébuleuses autour de l'Union européenne. Sur la question des ressources et de l'ordre de grandeur des budgets que nous imaginons pour le futur, nous mentionnons évidemment la question de la reconstruction de l'Ukraine, donc c'est-à-dire un peu l'étendue des défis que nous envisageons, mais nous n'avions pas de mandat de Bercy pour réfléchir sur ces questions. Si on nous invite pour en débattre, nous serions ravis de le faire, mais on ne trouvera pas d'éléments concrets dans notre rapport pour aller dans ce sens. Sur la question des Balkans, encore une fois, je nous invite dans toute cette question qui est devant nous à tirer les enseignements des précédents élargissements. Bien sûr, ces pays ont besoin d'être prêts, mais ces pays qui sont dans cette trajectoire aujourd'hui sont demain des futurs membres. Et donc, s'ils se sentent, et aujourd'hui, s'ils sont engagés dans cette quête, à moins d'un changement politique majeur dans chacun des États qui inverserait cette approche, c'est une trajectoire vers laquelle ils veulent aller. Et donc, les conditions dans lesquelles nous les traitons, les conditions dans lesquelles ils se sentent avant d'entrer membres de l'Union européenne et la place qu'ils ont égaux parmi les autres à l'intérieur de l'Union européenne après, nous obligent à revisiter, me semble-t-il, certaines des fautes qu'on a sûrement faites dans les précédents élargissements, si on en voit l'état de l'opinion des gouvernements, encore plus que de beaucoup des peuples, vis-à-vis de l'Union européenne. Et 2030, nous fixons cette... c'est pour répondre à Liliane Tandy que je dis ça. L'objectif de 2030, c'est pour être prêt, c'est pour nous obliger nous-mêmes aussi à faire le boulot et à être sérieux. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir enfin, on a tous en mémoire l'histoire de l'Union européenne où on fixe des perspectives et où on ne voit jamais l'horizon. Or, on connaît bien les vertus de la méthode communautaire, et elle a ses vertus. C'est-à-dire que quand on définit des objectifs et des cadres, eh bien, on fait le compte à rebours, chacun retrousse ses manches, et on a plus de chances de pouvoir mobiliser et d'y parvenir. Sur la CPE, je voudrais lire 3 phrases qui répondent clairement à vos préoccupations. Les bases institutionnelles récemment établies de la CPE pourraient être améliorées pour assurer une coopération plus structurée. On ne va pas plus loin à ce stade. Et c'est comme la différenciation. C'est un sujet qui est venu au cours de la discussion. Au point de départ, je ne pensais même pas qu'on allait parler de la CPE. Et finalement, elle y trouve une place tout à fait raisonnable dans le rapport. Et sur l'enjeu dont on a beaucoup parlé au moment de cette création, est-ce que c'est un sas d'entrée ou un sas, une classe préparatoire avant de rentrer dans l'Union européenne? Nous le disons très clairement, quoi qu'accessible à n'importe quel pays européen, y compris les candidats à l'adhésion, les 2 cercles externes seraient distincts de la procédure d'adhésion, car un pays pourrait en faire partie de manière permanente. Et quand nous disons ça, évidemment, nous pensons au Royaume-Uni, même si je crois que le Royaume-Uni serait aussi intéressé par le statut de l'association. En tout cas, c'est ce que je lis dans la presse britannique aujourd'hui. Mais nous envisageons aussi, par exemple, que des pays du sud de la Méditerranée pourraient y être des invités permanents, ce qui disqualifie la CPE comme étant une solution de repli par rapport
à l'élargissement, et c'est très important de ce point de vue-là. Nous tenons tout à fait compte de l'état du débat public. Enfin, sur la nécessité de faire peuple, je crois que c'est ce que nous disons quand très sérieusement nous parlons de la démocratie participative, mais il n'y a pas de, c'est pas quelque chose qui se décrète d'en haut, d'où l'importance, encore une fois, de tout ce que nous pourrons faire ensemble pour travailler avec les populations, les sociétés civiles, les médias, de ceux qui aspirent à rejoindre l'Union européenne, non pas comme un espace de contrainte, mais comme un espace de démocratie, de liberté et de prospérité. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion. Merci à toutes les trois d'avoir été présentes aujourd'hui et d'avoir bien voulu échanger avec les députés membres de cette commission. C'était un débat important et je pense que c'est le point de départ d'une discussion qui va évidemment se poursuivre dans les mois, les semaines et les années à venir. Et je pense que nous devrions organiser une audition commune avec nos collègues du Bundestag sur ce sujet pour qu'on puisse avoir un échange croisé, en direct, physiquement ou en visio, on verra comment on l'organise, mais de sorte à pouvoir de confronter nos points de vue sur vos propositions. En tout cas, merci beaucoup. Merci aux députés présents. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'audition de l'ambassadeur d'Espagne, eu égard à la présidence espagnole et aux priorités de celle-ci. Voilà. Bon après-midi et bonne séance à tous.